sur RGB. Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant une heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. C'est reparti pour le 100% football amateur. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour lancer une nouvelle saison qui s'annonce une fois de plus pleine de passion et d'émotion. Et ça se passe ici sur RGB 99.2 FM à Cergy et nulle part ailleurs. 3 titres ce soir, le FC 93 aux portes du National, un rêve brisé de peu. Remise à niveau technique en football, indispensable ou superflu. Mercato quand les surprises s'invitent au marché des transferts. Avant, je vous présente ma première team 2 étoiles. Mohamed Tazamouche, comment vas-tu Mohamed ? Bonjour Farid, bonjour à tous. Très bien, c'est un grand plaisir de participer à la première émission. C'est vrai. Merci d'être à mes côtés. Et Mehdi Oudni, comment vas-tu Mehdi ? Ça va aussi, bonjour Farid, on est content de retrouver des sensations comme on dit et de repartir sur une belle saison. Et bien bronzé je trouve quand même. Trop bronzé d'ailleurs. On a pris quelques couleurs. Quelques couleurs. Et c'est reparti maintenant. Ça te va très bien. Voici messieurs, dames, le programme de ce soir qui est copieux donc. Le programme c'est un sport d'équipe où la technique et la tactique font la différence. Une remise à niveau ne fait de mal à personne. Pour en parler on retrouve en première partie le coach Nathan Epaillard. Bienvenue à ce micro Nathan. Merci beaucoup pour l'invitation et puis au plaisir d'échanger pendant une heure. Exactement, première radio ? Première radio. Bon, tu verras, tout va bien se passer. Le mercato d'été, ce n'est pas que pour les pros. Chez les amateurs aussi, c'est le moment où les clubs bricolent leur effectif, où les joueurs changent de maillot, où chacun tente de trouver la bonne équipe pour la saison à venir. On en parle en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, à la tête du AFC 93, un homme incarne l'ambition et la passion du football populaire. Mamadou Niakate, président du club de Bobigny, il mène un projet où le sport est plus qu'un jeu, un levier social, une vitrine pour les talents du département et une promesse d'avenir. Mamadou ne devrait pas tarder, il est dans les embouteillages, il y vient de loin, donc on espère qu'il va pas tarder. Le 100% football amateur sur RGB 99.2 FM, c'est maintenant, soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, Culture Foot. Culture Foot, le football, c'est du collectif, du talent, de la technique et parfois même de l'intelligence. On reçoit un coach, Nathan, tout va bien ? Ça va, merci. Pourquoi es-tu devenu coach personnel ? Alors, pourquoi coach tout d'abord avant d'être coach personnel ? Par rapport au parcours que j'ai reçu en tant que joueur et ma formation parisienne, j'ai eu la chance d'avoir un savoir au-dessus des autres, je pense. Et étant un joueur basé sur l'intelligence également, sur mes dernières années en tant que joueur, j'avais déjà remarqué sur le terrain que j'étais pas mal dans la parole et sur le fait de guider les autres. Un leader. Un leader, ouais, technique et à la fois par la voix, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais jeune. Mes coachs me forçaient à parler et j'y arrivais pas. Et donc, le fait de prendre moins de plaisir sur le terrain, je me suis dit, je pense que ma voix, elle va aller tout doucement vers le statut d'entraîneur. Après une première saison à entraîner des jeunes, j'ai pris énormément de plaisir, tout en ayant cette frustration de ne pas pouvoir leur apporter des choses spécifiques et de leur donner plus de temps individuellement. Donc, la seconde voie s'ouvre, le coaching un peu plus personnalisé, individuel, d'où là les séances avec un joueur, 2, et là-dessus aussi je m'y plais énormément. Mais comment on travaille les séances ? Comment on devient coach basé sur la technique et l'intelligence ? Alors je pense que déjà le fait d'entraîner des jeunes,
d'affronter d'autres équipes, etc., bah, les jeunes voient un peu ma philosophie, comment je parle, même les équipes que j'affronte, parce que j'ai pas mal de jeunes, après avoir joué contre mon équipe, qui venaient me voir et pour discuter un peu avec moi. Donc ça, c'est le premier brassage, on va dire. Puis après, forcément, il y a le bouche à oreille. Ah, bah, telle personne, c'est top avec lui. Puis il y a aussi le fait d'avoir joué à un certain niveau. Et puis la vitrine PSG qui aide énormément, on va pas se mentir. Oui, puisqu'on le rappelle, tu es ancien Titi parisien. C'est ça. J'ai passé 12 ans au PSG. Donc ça aide pas mal. Mais je pense que comme dans tout, c'est le travail plus le bouche à oreille, ça fait quasi tout. Et comment on travaille plus spécialement l'intelligence ? Alors moi, quand j'ai des joueurs en individuel, donc j'aime bien en avoir 2 parce que c'est plus facile, je travaille beaucoup sur la prise d'information. Mes séances, elles sont pas très très basées sur le physique. Alors ça reste intense parce que dès qu'on lance le chrono, il faut que ça soit intense, conditions de match. Par contre, il y a beaucoup de prise d'information, de regarder derrière soi, des petits jeux de couleurs, réfléchir, comment on se déplace à tel moment dans le match selon tel poste. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses-là, comment placer son corps quand je frappe la balle, des choses qu'on pense pas quand on est jeune et même quand on est grand, parce que je coach des joueurs qui ont été pros, enfin qui le sont encore, et même quand je leur dis ça, ils disent « Ah ouais, franchement Nathan, là tu m'as appris quelque chose ». Alors que le mec, il a 100 matchs de Ligue 1, quoi. Ah, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc eux, ils ont des choses à m'apprendre et moi, parfois, j'ai des choses à leur apprendre. Donc voilà, comment on travaille la technique, chez moi en tout cas. D'accord. Avant de laisser la parole à Mehdi et à Mohamed, tu viens de l'évoquer, mais comment tu adaptes tes exercices techniques en fonction du poste et du profil de chaque joueur ? Alors, moi, avant de prendre un joueur en séance, j'aime bien connaître toutes ses qualités et savoir comment il joue. Donc ça, c'est très important. Je ne prends pas un joueur à l'aveugle. En fonction du poste et de son profil, je prends un exemple, un milieu de terrain, il peut avoir plusieurs profils. Donc je fais travailler selon les besoins du poste, les différentes courses, les différentes passes, les centres. Je fais même travailler des touches à certains, parce qu'aujourd'hui dans le foot, les touches, c'est devenu très très important. Donc selon le poste et le profil du joueur, j'adapte mes séances. J'adapte même, ça m'est arrivé qu'un joueur me dise « Écoute Nathan, je vais aller jouer dans tel club ». Je connais un peu la philosophie du club. J'adapte mes séances selon le style de jeu où il va arriver. D'accord. Pour qu'il soit prêt et gagne un peu de temps par rapport à son nouveau club, quoi. D'accord. Je laisse la parole à Mohamed. Nathan, bonjour. Avant de parler de ta spécificité, moi, il y a une petite phrase qui m'a choqué, c'est « t'as plus de plaisir au foot ». Comment tu peux expliquer qu'à 28 ans, en étant passé par le Paris Saint-Germain, en ayant joué en National 2, National 3, te retrouver aujourd'hui en R3, qui est un bon niveau parisien, mais qui reste de la R3, comment on peut ne plus avoir de plaisir de jouer au football, alors que c'est quand même la base, puisque même tu continues à faire progresser les joueurs, donc tu aimes ça, mais comment tu peux ne plus aimer jouer, alors que si moi j'avais un conseil à te donner, mais joue encore. Bah, je t'expliquerai de 2 raisons. La première, malheureusement, je l'ai pas décidé, il y a eu les blessures. J'ai pas mal de blessures dans ma carrière et bah alors ça tombe jamais au bon moment, les blessures, mais là en particulier c'était vraiment le mauvais moment. Donc en fait, telle blessure plus telle blessure, ça fait que le corps inconsciemment il se bloque. Donc j'avais aussi cette frustration en moi de pas pouvoir, la tête voulait mais le corps ne voulait pas. Donc c'était la première chose qui a fait que je prenais moins de plaisir. La deuxième, c'est que j'ai un profil de jeu assez particulier, donc selon les pays qui peut plaire et selon les entraîneurs. Surnommé à l'époque Mota. Voilà, au PSG, c'était quand il y a eu Mota, j'avais un peu le même profil, gaucher, milieu défensif. Et donc aujourd'hui, dans le foot français, j'ai eu beaucoup de coachs qui ne comprenaient pas ce profil basé sur la technique, pas le gars qui va aller tacler, mettre la tête, dégager à tout bout de champ. Malheureusement, le foot amateur, aujourd'hui, c'est devenu ça. Hein. On regarde un match de N2, pour avoir joué des matchs de N2 en milieu de terrain, certains matchs, je touchais 10 ballons. C'est pas normal. Tu viens de le dire juste avant, tu regardes le profil des joueurs avec ton expérience et ton vécu. Pourquoi ne pas choisir des clubs qui sont dans cette philosophie-là avec des entraîneurs spécifiques, puisque comme tu l'as dit, toi tu observes dans quel club ils signent, quelle va être leur position, quelle va être la philosophie. Pourquoi tu n'as pas continué en N2, en N3 ? Tu as des très bons clubs qui jouent au ballon. Alors
j'étais dans cette recherche-là et ça m'est arrivé. Franchement, j'ai passé 2 belles années dans le foot amateur. La première à Vannes, donc très beau club avec un coach qui s'appelle Pierre-Alexandre Lelièvre, qui aujourd'hui est à Rennes, adjoint de la réserve. Malheureusement, c'était la saison Covid où on a joué que 7-8 matchs, mais très belle année pour moi parce que c'est un coach qui était à mon écoute et qui découvrait quelque chose en me voyant jouer, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas l'habitude d'un joueur qui sort d'un centre et qui était dans mon profil. Donc très belle année. Deuxième année au Racing Besançon avec Jean-Marc Trinita, qui était à Lorient à l'époque, et pareil, très bon coach, avec qui j'ai pris énormément de plaisir. Mais je prends l'exemple, on fait la montée N3 à N2. Le club décide de tout changer, nouvel entraîneur, David Lefrappeur qui arrive, qui est aujourd'hui entraîneur à Bourg-en-Bresse, qui me dit « Nathan, moi, ton profil, je l'aime bien, je veux jouer, on va jouer comme ça ». On commence le championnat, 3 matchs, 3 défaites. Sur les 3 matchs, j'étais pas titulaire. On passe en 5-4-1, on défend, on ne fait que tirer devant. Donc après, je n'ai pas de jugement, je respecte. Et en tant qu'entraîneur, peut-être qu'un jour, je ferai la même chose. Mais il y a eu ce décalage entre le discours et ce que je suis. Et le terrain. Ouais. Voilà, moi, je sais qu'aujourd'hui, et j'en ai la certitude, en tant que joueur et même en tant qu'entraîneur, je peux perdre 5 matchs de suite, mon idée ne changera pas. Parce que je sais que pour moi, c'est la bonne. Alors je me tromperai avec mes idées. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des coachs qui s'inventent certaines philosophies, soit pour plaire aux joueurs, soit pour convaincre, je ne sais pas. Et c'est tout ce vice-là, ce cercle qui a fait que je prenais plus de plaisir. En fait. Voilà. Est-ce que, pour reprendre la parole avant de la redonner quand même à Mehdi, une bonne remise à niveau dure combien de temps ? Une bonne séance, ça dure combien de temps ? Alors, j'essaye de faire des plannings semaines adaptés à une semaine type qu'il peut y avoir en club. Donc chaque séance est différente. Il va y avoir une séance basée sur la force. Cette séance force, elle va durer 50 minutes, 1 heure, mais très intense avec beaucoup de blocage de répétition. Et le lendemain, une séance avec de l'aérobie qui va durer plutôt 1h30. Donc en fait, tout dépend de chaque séance. Moi, je ne vais pas au-dessus 1h30 parce que je trouve que ça fait trop pour un joueur en individuel. Et déjà 1h30, c'est très bien. Donc j'essaye de varier entre 45 minutes et 1h15 selon le thème de la séance. Et tu coaches à n'importe quel moment de la saison ? Alors, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc là c'était surtout pendant la période de préparation. J'ai eu des demandes pour coacher malgré les reprises en club. Donc ça sera quelque chose de nouveau pour moi et j'adapterai en fonction de ce qu'ils font dans leur club à ce moment-là. Donc c'est possible que, je prenne un exemple, un joueur me demande de travailler les coups de pied arrêtés. Bah ok, je vais avec lui pendant 30 minutes à répétition, sans forcément entrer dans l'aspect physique ou répétition des efforts, quoi. Mehdi, une question ? Oui, parce qu'on voit beaucoup, c'est un phénomène de mode, c'est-à-dire que beaucoup prennent ce chemin-là. Mais moi, ce qui me revient un petit peu, c'est la charge de travail, parce que faut être en relation aussi avec soit des coachs ou des préparateurs physiques des équipes pro, puisque tu fais quelques pros. Et comment justement tu prépares ça ? Parce qu'il faut que ce soit en forme le week-end aussi. Donc s'il doit jouer, bien sûr, en fonction de blessure ou pas. Explique-nous un petit peu comment ça peut fonctionner. Alors, pendant les périodes de vacances, donc comme cet été, la première chose que je fais, je demande le programme envoyé par l'entraîneur pour voir ce qu'il demande à peu près et surtout les dates à laquelle il veut que les joueurs démarrent petit à petit. Donc, une fois que j'ai ça, j'adapte mes séances en fonction du planning de l'entraîneur du club. Donc, si la semaine 3, il a décidé de charger le joueur, sur mes séances, je vais charger le joueur. Et sur ces semaines plus cool, pareil, je vais adapter mes séances. Moi, le but, c'est que le joueur, il arrive dans son club en étant prêt et avec les meilleures sensations. Parce que moi, si je l'ai tué pendant 1 mois, qu'il arrive dans son club, au bout de 2 semaines, il est cramé, moi, j'y gagne rien du tout. C'est le gros risque des fois. Cramé ou qui se blesse. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, un joueur blessé, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Mais, donc voilà, j'essaie d'adapter tout ça. Pareil, quand les joueurs ils sont en pleine saison, je prends beaucoup d'infos. Ok, vous avez fait quoi cette semaine ? Telle séance. C'est quoi les échéances à venir ? En fait, j'ai cette chance, entre guillemets, d'être encore un peu joueur et d'avoir cette fraîcheur qui me permet de dire ok, là c'est trop,
Et là, là, je peux aller le pousser un petit peu encore. Parce qu'en tant que joueur, j'avais comment dire, sensibilité. Ouais, voilà, j'étais beaucoup à l'écoute des autres, de leur ressenti pour me comparer un peu à eux. Ok, ouais, ils sont bien, mais moi je suis dans le dur, etc. Donc j'étais beaucoup à l'écoute du corps des autres et du mien. Donc là, c'est la même chose sur le côté entraîneur. Mohamed, une question. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien tu as de joueurs, quels sont l'âge des joueurs, quelle trame tu as? Est-ce que c'est la même pour tout le monde? Est-ce qu'elle est différente si c'est un gamin de 12 ans jusqu'à 15 ans où tu vas travailler plus peut-être la technique ou peut-être un peu plus le physique sur des joueurs de seniors? Est-ce que c'est des joueurs de très haut niveau? Est-ce que c'est des joueurs régionaux? Est-ce que c'est des joueurs nationaux? Ou est-ce que c'est des joueurs de district? Pour qu'on comprenne comment tu peux préparer un joueur lambda, pas lambda, mais un joueur individuel, par rapport à son niveau, par rapport au nombre de séances qu'il va vivre et le nombre de séances qu'il peut supporter également. Parce que on peut faire 25 séances dans la semaine, mais après, il y a une deuxième semaine. La digestion est longue. Alors, je parle de cet été en particulier. J'ai eu une quinzaine de joueurs allant de 9-10 ans à des joueurs professionnels. Donc rien à voir sur les séances. Un joueur professionnel, il y aura un côté physique qui sera beaucoup plus marqué. Parce que le gars, il est en prépa, il a acquis quasiment tout ce qu'il peut avoir dans le foot aujourd'hui. Donc, alors oui, je vais lui apprendre 2-3 trucs sur la prise d'info, l'intelligence. Mais le reste, il l'a. C'est pas moi qui vais lui apprendre. Donc ça va être basé sur répétition, intensité et physique avec les joueurs pros. Sur les jeunes, je les découperai en 2 cases, 9-10 ans jusqu'à 13 ans à peu près, où là c'est beaucoup de répétitions, mais sur les gammes basiques du football, les jongles, les contrôles, la motricité, toutes ces choses-là, sans rentrer dans le physique, parce que pour moi à cet âge-là, ça ne sert à rien. Est-ce que tu trouves d'ailleurs, question complémentaire, est-ce que tu trouves que le niveau a baissé par rapport à ton époque sur les bases? Honnêtement, j'ai pris une petite claque quand je suis arrivé en tant qu'entraîneur sur ma première saison, parce que j'étais surpris du niveau global des jeunes. Mais, alors on est tous comme ça, on dit ouais, à mon époque c'était plus fort. Donc je saurais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup moins de talent chez les joueurs qu'il n'y avait à l'époque, mais aussi, c'est plus athlétique et les joueurs défendent mieux. Là-dessus, c'est la vérité. Donc, je ne sais pas si c'est plus fort, moins fort. La certitude, c'est qu'aujourd'hui, je prends moins de plaisir à regarder ce foot-là que celui d'avant. D'accord. Et chez les jeunes, ça se ressent. C'est pour ça que moi, j'essaye de leur faire retrouver justement les bases du football. Les bases du football, pour moi, c'était quand on jouait dans la rue, faire des râteaux, des semelles, toutes ces petites choses-là qu'on nous a appris étant jeunes et aujourd'hui qui nous servent, sans en exagérer, pardon. D'ailleurs, Antonetti l'a répété il n'y a pas longtemps, le foot de rue manque cruellement. C'est ça. Et donc après les 13 ans, Après les 13 ans, il y a la case 14, 17, 18, où pour moi, je vais plus rentrer dans... Donc là, on est sur le développement du foot à 11, ce qui rentre sur le grand terrain, où je vais leur apporter pour moi toutes les bases tactiques et spécifiques de leur poste. Donc selon le poste, je vais vraiment adapter leurs besoins. Et voilà, sur cet âge-là. Après, étant donné que moi j'entraîne des U15, je connais bien à peu près leurs besoins à cet âge-là. Donc voilà, la case 14-18, on garde la répétition technique parce que c'est important. Et ça, à tout âge, il y a même une interview de Robert Pires qui dit avec Arsène Wenger, les 20 premières minutes de chaque entraînement, c'était pied droit, pied gauche, passe. Donc les mecs, ils sont invaincus en première ligue, mais ils continuent à le faire. Et la tactique et les petits tips au poste. Demander le ballon en marche arrière, dans telle zone, de telle manière. Toutes ces petites choses-là que j'essaie de leur apporter. D'accord, très intéressant. Et pour finir, Nathan, est-ce que tu as un compte où on peut te retrouver? Est-ce que tu as une adresse mail, une adresse web? Alors, j'ai un compte Instagram, c'est Natsizi, qu'on peut retrouver sur ton Instagram à toi, Farid. Et sinon, mon adresse mail, c'est nathan.epayard@gmail.com. Très bien.
Ben, en tout cas, c'était très intéressant, Nathan. Donc, Merci à n'hésitez pas à aller sur la page Insta ou à écrire à Nathan. Je pense qu'il est ouvert à toute proposition et vous verrez, vous deviendrez encore meilleur les prochains jours. Toujours en compagnie de Mohamed et de Mehdi. Petite fenêtre sur les chaises musicales. Le 100% football amateur, l'instant foot. On vient donc de digérer autant que possible une séance de coaching avec Nathan et Paillard. Passons au mercato. Les fins de mercato sont toujours intenses dans les clubs de Ligue 1. Et ça devrait d'ailleurs encore bouger dans les dernières heures. Je regarde fixement Mehdi. Il attend beaucoup pour son club fétiche. Nous, on va s'attarder sur le mercato de 3 clubs valdoisiens. Il y en a tellement, mais on va s'attarder sur ces 3 clubs. Du club tout d'abord de Saint-Brice, du président Jacques Yalap. Arrivé, il y a eu pas mal d'ailleurs d'arrivées, pas mal d'arrivées et de départs. Il y a eu Amidou Ba de Chantilly, Traoré Moriba du Racing, Yanis Laban qui était venu il n'y a pas si longtemps ici en plateau du pays du Valois. Donc ça c'est les renforts. Comme départ, il y a eu Ali Mohamed, attaquant vers Chatou, Apois Morrison, milieu vers Sarcelles, et Traoré Mamadou, milieu de terrain également vers Clessouilly. Je me tourne vers toi, Mohamed. Saint-Brice est parti pour jouer la montée ou pas ? C'est toujours difficile de dire de jouer la montée. C'est vrai qu'ils ont bien recruté. Ils ont récupéré Ahmed Douba qui était effectivement à Chantilly, que j'avais joué l'année passée, qui avait encore un très très bon potentiel, qui aurait pu, je pense, jouer encore une ou 2 années. Ex-défenseur de Champy d'ailleurs. Oui, je pense qu'il aurait pu jouer. Il était à Chantilly, il aurait pu jouer encore 1 ou 2 saisons à ce niveau-là. Moriba, que je connais bien également, puisque je l'ai eu à Saint-Ouen-l'Aumône et à Lusitanos. Ils sont bien renforcés, c'est sûr. Maintenant, il va falloir s'adapter à l'arrière. C'est des joueurs qui n'ont pas connu le football régional, donc il va falloir s'adapter avec un arbitrage différent, avec une qualité technique différente, avec beaucoup de duels, beaucoup d'agressivité. Donc pour Amidou Ba, lui qui est grand, et je pense qu'il y arrivera, mais après ça va pas être facile. Maintenant, ils ont monté une très très belle équipe. Sur les noms qu'ils ont recrutés, ils ont monté une très belle équipe. Ils avaient déjà une belle équipe la saison passée, j'avais eu la chance de les voir. Ils avaient déjà une belle équipe, donc je leur souhaite le meilleur. Exactement. Mehdi, un petit mot supplémentaire sur cette équipe de Saint-Brice ? Comme chaque année, de toute façon, je pense que Jacques fait ce qu'il faut pour jouer la montée, et j'espère qu'ils vont réussir, mais c'est très 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 difficile. Ah oui, la R1, c'est très compliqué, en effet. Passons à Sarcelles. Il y a eu le départ de Lamine Kanté à Villiers-le-Bel, Labib Kassemi au Restart, Gourish Zakaria, attaquant aussi de d'Aulnay. Ça, c'est son... j'en perds les mots. Ça, c'est les départs. Il y a eu comme arrivée Makni Sofiane Douille. Ex de Saint-Brice d'ailleurs. Ouais. Et aussi ouais. D'accord. Donc, d'après toi, Mohamed ? Sarcelles, c'est un potentiel jeune énorme. Donc, je pense qu'ils n'ont pas besoin. Après, je ne connais pas les ambitions, mais recruter pour recruter, je pense que ça ne doit pas être la philosophie du club, puisque, un peu comme on en parlera tout à l'heure avec le président de Bobigny, c'est quand même des clubs qui forment beaucoup de gamins, donc qui ont des 17 nationaux, ils ont des 19, ils viennent de monter en 19 nationaux, ils ont un gros potentiel au niveau de la ville, donc je pense que voilà, pour l'instant ils stagnent, mais à un moment donné, si les jeunes vont rester, à part ceux qui signeront dans les clubs professionnels, mais ceux qui resteront, ils arriveront à franchir ce cap de monter au niveau national, je pense. D'accord. Je te ferai intervenir ensuite après-midi sur le recrutement de l'Entente Sanois-Sagracien, qui est descendu donc de National 3 en Régional 1, club du président Bernard Willio. Quelques arrivées, Younes Abkari, Yassine Barbouchi, Shainis Deshauteurs, quelques départs, Johan Vardin, Ibrahima Doucouré, Sosten Ba. Est-ce que ça va être une année de transition selon toi ? Moi, je pense qu'ils vont se maintenir, mais je les vois pas remonter tout de suite, quoi. Je pense que c'est délicat de remonter tout de suite de R1 en N3, dur, même si c'est Sanois et que ils ont un passé assez glorieux, mais remonteront pas tout de suite, je pense. Tu partages l'avis, Mohamed ? Il faut dire une descente, il faut la digérer. Je pense franchement que c'est très très dur de pouvoir remonter.
Il y a très très peu d'équipes. On peut parler du Paris Atlético qui était descendu en National 2, qui a réussi à remonter, mais vraiment il y a très très peu d'équipes qui peuvent descendre et qui peuvent remonter. À mon avis, ça va être une vraie saison de transition pour moi. Exactement. Donc bon, voilà, Avec focus. beaucoup de départs. En plus, on a vu beaucoup de départs, Exactement, beaucoup d'arrivées. oui. Un nouveau coach, même si lui, il était avec la réserve. Que je recevrai bientôt voilà. Dorian. Je ne sais pas s'il connaît la R1, mais bon, voilà, je pense que ça va être une saison assez difficile. C'est difficile. Bon, c'était le focus de 3 clubs valdoisiens, mais on aurait pu en parler pendant des heures de tous les autres clubs. On y reviendra peut-être dans les prochaines semaines. C'est terminé avec Actu Amateur. Merci messieurs, Mohamed et Mehdi. On finit avec un président qui a les crocs. Le 100% football amateur, l'invité. On termine cerise sur le gâteau aujourd'hui, cap sur le 93. Il est discret, visionnaire. À la tête du FC 93, Mamadou Niakate fait rimer foot populaire avec ambition, talent et engagement. Mamadou, tout va bien ? Très bien, et toi ? Très bien, merci d'être venu de si loin. Bon, c'est loin, mais c'est juste il y a beaucoup de bouchons, mais sinon c'est pas. C'est-à-dire qu'en heure de pointe, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. L'actualité, elle est encore toute récente. Pas d'avis favorable du tribunal administratif jeudi dernier. Es-tu surpris ? Surpris, je suis pas surpris de l'avis du CNSF et de la DNCG ou des instances de football. Je suis surtout surpris qu'il n'ait pas pris entre guillemets, la décision plus tôt, parce qu'aujourd'hui Oui. il y a un trou dans la division. Exactement. Ça aurait dû être, je pense que c'est naturellement, forcément, quelle équipe avait la meilleure position, c'était nous. Et ce qui nous a été refusé, c'est surtout ça que je suis surpris. C'est pas de l'avis. En fait, je veux dire, les règlements, il y a des règlements. Je pense qu'il fallait juste simplement faire respecter les règlements et ça aurait été logique qu'on accède à la nationale. Exactement. Mais pour toi, est-ce qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures lorsqu'on voit que Boulogne-sur-Mer a été repêché en Ligue 2 Non, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. En dehors de Boulogne qui a été repêché, il y a aussi la SPTT Dijon Oui. qui a été repêché après le 17 juillet, comme ils disent. Donc nous, c'est là-dessus. À la limite, la Ligue 2, ça peut s'entendre. Parce qu'on peut pas c'est difficile de laisser un trou en Ligue 2. C'est une ligue professionnelle. Après, le national, on va dire, c'est la porte des pros, donc ça devrait être pas normal. Mais de là à ce qu'on privilégie le N3 au national, c'est là où on peut se dire qu'il y a anguille sous roche, en tout cas. C'est vrai. Et bon, forcément, ça a fait réagir, ça a fait parler. Et notamment, j'avais vu le coup de gueule de Seifou. Ça n'a pas suffi. Ouais, Seifou, il a été qui est un dirigeant très actif du club, qui met sa personne et qui est aussi très qui fait beaucoup de travail au sein du club, qui est parti sur tous les plateaux télé, qui a utilisé toutes ses ressources, tout son réseau pour essayer de faire entendre la voix du 93, ce qui n'a pas été entendu. En tout cas, là-dessus, je pense que le club a tout donné. Vraiment, tout le monde a tout donné pour espérer à ce que les instances reviennent sur leur décision. Même si on peut dire après que le championnat ait commencé, ça aurait été très difficile de revenir là-dessus. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on veut que justice soit rendue et qu'à la fin, la justice nous donne raison et disent que en fait, la fédération aurait dû faire le nécessaire pour intégrer le club en national. Et donc, tu y crois encore de l'intégration du FC 93 en national ? En fait, c'est pas l'intégration, c'est que la justice nous donne raison. C'est-à-dire que là, maintenant, je pense que là, on va aller devant les tribunaux. Parce qu'il y a un moment, il faut faire valoir nos droits. Et donc là, c'est pour ça qu'on va se battre. On sait qu'aujourd'hui, on va pas réaccéder au niveau national, puisque le championnat a démarré. On va être à la 3e journée dans quelques jours. Compliqué de réintégrer. Et je ne les vois pas nous réintégrer l'année prochaine en guise de compensation. Donc je pense que le seul moyen, c'est d'aller en justice et d'avoir une compensation financière et aussi que la justice donne raison au club. Donc aujourd'hui, vous attendez et faire condamner la FFF là-dessus. Une compensation financière de la Fédération française de football. Avant de donner la parole à Mehdi et à Mohamed, Mamadou, au-delà de la dimension juridique, cette situation soulève-t-elle des questions plus larges sur l'équité et la reconnaissance des clubs populaires issus de banlieues dans le football français ? Oui, là, je pense que là, il n'y a vraiment pas d'équité. Je pense que je vais parler en général de la région parisienne. Je pense que c'est aujourd'hui
comme je l'ai dit à certains membres du COMEX qui font partie des membres de la région parisienne, je leur ai dit qu'il y a des régions qui savent défendre leur club. Et nous, notre région, je pense que là-dessus, on n'est pas assez structuré et solidaire pour faire valoir nos droits. Parce que, en fait, je pense que ça aurait été... On est sûr que si ça aurait été un club breton, ils seront montés avant la date butoir. Là, on sait que c'est un club parisien. Ce que je pense qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de clubs parisiens au plus haut niveau, et je pense d'avoir 4 clubs en national, c'est plus de 15% de la division. Je pense que pour certaines régions, c'est dur à entendre, et aujourd'hui, le football rayonne sur la région parisienne. Maintenant, aujourd'hui, il est normal que ça soit la région la plus représentée. Mais je pense qu'aussi, on veut aussi que ce soit un football pour tous dans plein de régions. Donc on essaye d'équilibrer un peu, alors que c'est le sport, il n'y a pas d'équilibre à avoir. C'est les meilleurs qui doivent monter. Exactement, sur le terrain. Je pense là-dessus, on doit rester là-dessus. Mais tu penses que je vais aller un peu plus loin, tu penses que le FC 93 a mauvaise réputation ? Pas le FC 93, mais le 93 en général. C'est pas le club en soi-même. Je pense que c'est surtout le département qui... parce que moi, j'ai écho de certains présidents de clubs de national qui ne sautaient pas à venir jouer dans le 93. Ah, carrément, qui voulaient pas se déplacer. En fait, c'était de se dire qu'on va se déplacer. Sachant que c'est une fois dans l'année, mais même ce déplacement-là, parce qu'en fait, chaque club se déplace une fois. Exactement. Et ils se déplacent pas plus que ça dans l'année. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément, ça fait pas autant rêver que Cannes ou Bordeaux. Donc c'est sûr que c'est pas glamour. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit à vos confrères du Parisien, aujourd'hui, on aime bien les joueurs de banlieue, mais on veut pas les clubs de banlieue. Donc aujourd'hui, je pense que on a un souci là-dessus, et je pense que c'est tous ensemble les clubs parisiens qu'on pourra résoudre cette situation. Exactement. Il y a encore du travail, aussi bien sur le terrain que dans les instances. Mohamed, je te laisse la parole. Comment ils ont pu expliquer que Ajaccio, ils aient traîné autant de temps Ajaccio, alors que d'autres clubs ont pu être très vite dégagés, et même rétrogradés définitivement? Est-ce qu'ils vous ont donné des arguments pour expliquer cette situation-là? Pourquoi elle a autant tardé? Quelle a été la raison pourquoi Ajaccio a... Parce que on sait que les clubs corses aussi, ils n'ont pas très bonne réputation à la fédération, mais pourquoi ils ont protégé, c'est pas vraiment le mot, mais pourquoi ils ont attendu autant de temps? Est-ce que c'est vraiment pour vous pénaliser, et vous avez cette certitude-là, ou est-ce qu'il y avait certaines pressions du côté corse pour pas qu'ils passent rapidement? Je pense que Ajaccio, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont au plus haut niveau national. Je veux dire, à la même échelle, nous, dans nos districts, je pense qu'on a nos réseaux, nos districts, nos ligues, on a nos réseaux. Et en fait, je pense qu'à la même échelle, ils ont le réseau au niveau de la Fédé. Parce que ça fait 20 ans qu'ils sont au plus haut niveau. On sait qu'il y a des bisbis de vote et compagnie. Ça joue beaucoup sur les relations entre les différents acteurs des instances. Et aujourd'hui, je pense que c'était un club qui avait des réseaux et qui a su faire traîner les choses. Parce que Martigues, pour beaucoup moins de ça, ils sont tombés très tôt. Oui. Et si je ne me trompe pas, il y a Mérignac aussi, je crois. Mérignac qui avait moins de 300 000 € pour lesquels ils ont été rétrogradés aussi de toutes les compétitions nationales. Alors qu'Ajaccio, ils ont déjà été la saison passée, parce que c'était pas que cette saison. C'est que déjà la saison passée, ils avaient aussi, je crois, une rétrogradation administrative il y a un an. Il y a un an, ils les ont aussi avertis au mois de décembre. Et là, en fait, pour répondre à ta question, ils nous ont pas donné raison. On va dire que Ajaccio a bénéficié d'un passe-droit. Quand on écoute Molina, alors je ne sais pas si tout est vrai, mais quand on entend qu'il y a eu des documents faux, c'est quand même grave. Du club corse. Du club corse, quoi. C'est quand même. On sent vraiment une grosse pénalité à votre rencontre, puisque tout le monde savait, a priori, depuis un certain temps, que de toute façon. Et on fermait les yeux. Ouais. C'est vrai que c'était un secret pour personne que Ajaccio n'allait pas repartir. Donc, comme j'ai dit à des membres de la fédération, je leur ai dit, nous, à notre niveau, on a l'information. Vous qui avez tous les outils et les documents d'Ajaccio, vous ne pouvez pas omettre cette information. Donc aujourd'hui, je vous dis, et c'est au rôle de la DNCG
de contrôler les éléments comptables, et c'est là-dessus aussi on va les attaquer en justice, c'est contrôler les éléments comptables des clubs. Et puis surtout, déjà dès le mois de décembre, c'était... Exactement, donc, mais en fait, les éléments comptables, parce qu'en fait là c'était des faux documents comptables. Donc c'est de leur responsabilité de contrôler si les documents sont authentiques ou pas. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, pour info, nous quand on est passé en DNCG, la DNCG nous a demandé les relevés bancaires, pour voir si on ne racontait pas des sottises, les relevés bancaires, a appelé le commissaire aux comptes, ce qui est très rare, parce qu'un commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui a signé un document et qui certifie les comptes. En fait, c'est comme un, je veux dire que c'est-à-dire qu'il a mis sa signature et sa griffe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu confiance aux documents qu'on leur a apportés. Donc là, ils ont contrôlé beaucoup plus qu'ils ne le contrôlent à l'habitude. Et donc, c'est-à-dire que là, on considère que pour Ajaccio, forcément, ils l'ont pas fait. Parce que nous ont demandé tellement d'éléments comptables. Je pense que s'ils avaient demandé les mêmes documents à l'Ajaccio, ouais. En jamais ils auraient... juin, ils auraient été déjà. Ouais, déjà. Je pense même depuis le mois de janvier, c'était finalement pour eux, je pense. Avant de laisser la parole à Mehdi, Mamadou, pour mieux te connaître quand même, mis à part cette affaire qui est quand même importante pour le club, mais quand on est président du FC 93, à quoi ressemble une journée type, s'il y en existe? Une journée type, j'ai envie de te dire que moi, bon, parce que là maintenant je suis pleinement concentré sur le projet du club. Donc la journée type elle démarre à 10h au bureau. Et je veux dire que je me mets en relation avec la direction sportive, la direction administrative. Et il y a le quotidien des mails, la gestion aussi financière et aussi là actuellement on est dans la période des inscriptions, donc on est dans la grosse période des inscriptions et des gestions des créneaux, on va dire ça comme ça, mais sinon il n'y a pas de journée type, hein. Tous les jours, il n'y a aucun jour qui se ressemble, il n'y a que les week-ends, on va dire c'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est d'aller faire un tour des effectifs, mais sinon à la semaine, je veux dire qu'on a toujours des surprises. Exactement, des surprises, des bonnes comme des mauvaises. Je laisse la parole à Mehdi. Non, mais cette histoire, de toute façon, elle a fait beaucoup parler, hein, à tous les niveaux. Je pense que dans toute la France, voire dans beaucoup de pays, elle a fait parler. Et il y a des dates qui n'ont jamais été respectées, de toute façon. Ce que disait le président, c'est que on laisse un championnat encore à 17 en national. Ça fait 2 ans. Et déjà, ça, c'est incompréhensible. J'ai l'impression qu'ils jugent un championnat district, en fait. Et qu'il y a un exemple chaque week-end, mais ça choque personne. Donc, moi, j'aurais... Après, on ne connaît pas tout et tu as entièrement raison. Il y a des choses qui se passent et qu'on ne saura certainement jamais. Mais comment on ne peut pas repêcher le meilleur deuxième bien avant le championnat qui démarre? Normalement, tout ça, c'est calé, c'est ficelé. Et normalement, le FC 93 doit être en national. Il y a même pas ça ne donne pas une bonne publicité. Bien sûr, c'est une très mauvaise image. Là, tu te poses des questions sur les magouilles, on ne va pas se le cacher. Voilà, et il l'a très bien résumé avec des faux documents, etc. Alors qu'on savait très bien qu'ils n'allaient pas repartir. Donc moi je trouve ça honteux tout simplement. Désolant en effet. Ah ouais. Mamadou, avec quels moyens financiers et humains fonctionne ce club du FC 93? Avec quels moyens humains? Aujourd'hui le club fonctionne avec 3 permanents. C'est-à-dire que je pense que contrairement aux autres machines du championnat, on est largement en dessous. Après les moyens financiers, c'est essentiellement il y a les subventions publiques qui sont du département, de la ville. Il y a aussi les cotisations et aussi les quelques sponsors qu'on arrive à convaincre de rejoindre le projet. C'est ça le plus difficile? C'est ça le plus difficile aujourd'hui. Je pense qu'au quotidien, parce qu'aujourd'hui, je pense que le foot en général est en grande difficulté. Mais aujourd'hui, je pense que après, je pense qu'il y a une époque où on était très aidé par les pouvoirs publics, avec les contrats aidés et autres. Bon, après, je pense que là, ils ont coupé, alors que je pense qu'au même titre que l'école, le foot, c'est important, ou le sport en général, hein, c'est pas que le foot. Je pense qu'ils devraient aussi mettre à disposition des associations, des permanents, plus des permanents, pour permettre aussi d'essayer de récolter plus de sponsors et de subventions publiques. Exactement, hein, par rapport à nos voisins européens, le sport est important chez eux, contrairement à chez nous. C'est une bizarrerie qui dure depuis de longues années. Mohamed, une autre question? Non, dire que grâce à Bobigny maintenant et les 2 années de suite avec Gaulle et puis maintenant Bobigny, ils vont modifier un petit peu cette règle. Hein. J'ai lu qu'ils allaient modifier cette règle pour que ça soit terminé un championnat 17 en national. Donc c'est ce qu'ils disent.
je pense qu'ils vont le faire parce que là ils ont quand même ils ont dû prendre cher et puis surtout ça va être une division professionnelle donc forcément ils pourront pas se permettre d'avoir une équipe en moins à la vue de tout le monde quand ça va être diffusé sur les médias quoi. Je pense que le président il s'est battu pour l'avenir des autres. Parce que je pense que ça sera terminé cette fois-ci. Ça sera vraiment la dernière année. Déjà, le goal l'année dernière, ils l'ont subi. Ils n'ont certainement pas été plus loin. Là, le président veut mettre cet honneur de se dire non, maintenant, vous nous devez quelque chose. Nous, on a fait ce qu'il fallait sportivement. Vous nous devez quelque chose. Donc maintenant, il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi j'étais pas en national. Donc, j'ai besoin d'avoir des retours. Et puis, surtout, que la réglementation ait été modifiée grâce à ça. Exactement. Là, pour rebondir à ce que tu dis, ils souhaitent mettre en place, parce que Diallo souhaite qu'on se rencontre prochainement, pour mettre en place une commission concernant entre guillemets, les quelques règlements à changer sur les championnats amateurs, parce qu'il y a beaucoup de règles, je pense, qui desservent les championnats amateurs. Et là-dessus, il y aura des discussions là-dessus qui sont prévues avec le club. On a rendez-vous en septembre. Et aussi discuter aussi de la partie financière, pour être transparent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le club c'est une perte pour le club. Parce qu'il y a des sponsors qui souhaitaient entre guillemets, intégrer le projet. Et des sponsors, plutôt des investisseurs, qui souhaitaient intégrer le projet. Et aujourd'hui, je veux dire qu'ils souhaitent intégrer le projet, mais pas au même montant. Donc, Mais comment ont réagi les joueurs? Parce que dans le recrutement, ça compte aussi, parce que tu sais pas où repartir. Comment ça s'est passé? Heureusement que là-dessus, nous, on a pris les devants avec les joueurs. On nous avait prévenu que on vous recrute pour le National 2. C'est-à-dire tous les joueurs qu'on a recrutés, on a dit on leur avait dit que s'il y avait la possibilité d'être en National, ce serait un bonus. Parce qu'on a été dans le sens inverse, sachant que nous, on se battait pour le National. Mais le discours était totalement différent. Le message était de leur dire qu'aujourd'hui, en fait, on est en National 2. Nous, on se concentre là-dessus. Si on est en national, c'est un bonus. On prenait comme ça sur les joueurs. Donc c'est pour ça que même si, au fond d'eux, et au fond de nous-mêmes, tout le club, on avait espoir, mais on avait espoir au fond de nous, mais le discours était entre guillemets de leur mettre dans leur tête que on vous recrute pour le National 2 et pas pour le National. Et comment vous avez réussi à recruter des garçons comme Brice Cognard qui vient du National, Geoffrey Durban également? Je pense qu'aujourd'hui le projet, je pense qu'il y a quelques années, on aurait du mal à les recruter. Durement pour être honnête avec vous, il y a 10 ans, je crois, depuis 10 ans, chaque année, je lui envoie un message sur Facebook. Donc après, il y a 3-4 ans, j'ai arrêté de lui envoyer quand il est parti, je ne sais où. J'ai entendu les montants de ses salaires, donc j'ai fait demi-tour. Donc voilà, mais après, je pense que là-dessus, c'est le club. Je pense que le club est un peu plus attractif qu'à une certaine époque. Beaucoup attractif. Très attractif. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont souhaité intégrer le projet en se disant qu'aussi ils pouvaient mettre une pierre à l'édifice à ce projet. Et quelles sont les ambitions de cette année pour l'équipe Fagnon, comme pour les équipes jeunes? Comme chaque année, c'est-à-dire que nous, il faut savoir une chose, comme je dis, on dit pas qu'on joue la montée chaque année. On dit on va faire le meilleur classement possible. Qui dit meilleur classement possible dit la première place, c'est la meilleure place, et après la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Donc le club, on travaille vraiment pour avoir le meilleur classement possible. Chez les jeunes, on travaille pour que chaque gamin progresse à son rythme et que le maximum de gamins intègrent l'équipe nationale 2. Là, cette année, il y en a eu 2. L'année d'avant, il y en a eu 1. Il y a des années où il y en a 0. Et sinon, au moins, on leur laisse le temps. On leur laisse les gamins qui ont une maturité retardée. On leur laisse le temps avec la réserve. On leur donne tout de suite le temps de jouer à réserve, vu leur qualité. Et pour pas plus tard qu'hier, on a joué contre, je crois que c'était hier, contre Saint-Brice. Saint-Brice, ouais. Il y a beaucoup de très jeunes qui étaient en 19 nationaux l'année d'avant. On leur laisse le temps. Mais après, maintenant, parce qu'après, les gamins, la nouvelle génération sont pas très patients. Donc, tout le monde veut aller très vite. Donc, c'est dur de leur expliquer qu'aujourd'hui, il y a des étapes. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'en fait, faut qu'il le jeu, les championnats seniors sont totalement différents des championnats jeunes. Et en fait, le temps de comprendre entre guillemets, le rythme et le tempo en senior, il leur faut du temps. Et je pense que le passage obligatoire, c'est de passer au moins sur les équipes régionales. Certains ont le niveau tout de suite pour intégrer la nationale, mais même ceux-là, il leur faut du temps pour
prendre le pli. S'acclimater, tout ça. Avant de laisser de nouveau la parole à Mehdi et à Mohamed, j'aimerais savoir comment le FC 93 gère le départ de Sine Danioko, qui est resté quand même 9 années, 9-10 ans. Non, c'est vrai qu'avec Sine, c'est vrai que ce départ, parce que bon, j'ai essayé de le travailler pour pas parce qu'il était un peu fatigué, je pense que parce que c'est des projets qui prennent beaucoup d'énergie. Bon, j'ai tout fait pour essayer de le conserver. Donc, j'aimerais dire que j'ai poussé jusqu'à la date, parce qu'on en a parlé depuis longtemps. Hein, donc, mais j'ai poussé jusqu'au maximum. Après, là, maintenant, comment on gère son départ aujourd'hui? Maintenant, on a dispatché un peu les responsabilités à des personnes qui étaient au club sur des catégories de jeunes. C'est-à-dire qu'on a créé un pôle senior, un pôle jeune et un pôle école de foot. Et avant, alors que c'est Ciné, j'ai regroupé les trois et il avait juste un adjoint pour gérer toute cette partie-là. Là, on a dispatché différemment. On a fait de la promotion interne. On a fait de la promotion interne au niveau du club. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a su gérer son départ, même si aujourd'hui, je pense qu'il faudra du temps à ce que les nouveaux responsables montent en compétence. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Je laisse la parole à Mohamed. Dernière Alors, question. Ça fait peut-être plusieurs années que vous jouez les premiers rôles. Malheureusement, cette année, vous avez raté, pas de votre faute, mais à cause des instances. Comment vous pensez pouvoir pérenniser le club et puis franchir cette étape qui est difficile de la Nationale 2 à la Nationale? Qu'est-ce qui, pour vous, va être la priorité dans les 2, 3, 4 années qui arrivent pour pouvoir se dire, on a raté la montée, il y a eu ça. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous allez vous dire, voilà, maintenant, on peut passer le cap parce qu'on a les moyens, on a les reins solides pour pouvoir franchir ce cap et aller peut-être en national, enfin la division 3, mais après la division 2 et pourquoi pas après. Est-ce que c'est cette ambition-là ou est-ce que c'est toujours de garder cette philosophie de dire on a un club populaire, on a nos 17 nationaux, on a nos 19 nationaux, on a une très très grosse équipe en National 2. Est-ce que ça suffit ou est-ce que véritablement, si demain vous montez en National 1, est-ce que vous avez l'ambition d'y vivre longtemps et pourquoi pas plus? Un parcours à l'entente Sanois-Sagrassin il y a quelques années. Ouais. Après, le club, on ne s'est jamais caché qu'on souhaitait atteindre le plus haut niveau du football français. Là-dessus, je pense que c'est pour ça que on s'est constitué en confédération, on va dire ça comme ça, de clubs du département, parce que ça fait plusieurs années que je dis que quand il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. C'est-à-dire que forcément, quand il y a un club qui monte, il y en a un autre qui va descendre. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est le jeu de la chaise musicale un peu sur toute l'île de France, j'ai envie de dire, mais surtout dans un territoire comme le 93, qui est en réalité un petit territoire, parce qu'en fait, c'est pas si grand que ça, le 93, c'est large. Je crois dans les 8 départements, c'est peut-être l'un des plus petits, mais en termes de densité et de population, c'est très dense, très très dense. Donc là-dessus, l'idée, c'est vraiment de garder nos ambitions. C'est-à-dire, quand je dis nos ambitions, c'est-à-dire que le département fournit beaucoup de joueurs de qualité, avec, et je le dis, je sais que je vais fâcher beaucoup d'éducateurs, avec très peu d'éducateurs compétents. Ça, faut se le dire une chose, je pense qu'il y a très peu d'éducateurs qui sont qualifiés et qui sont compétents sur notre territoire en tout cas. Et je pense que si on avait les qualités des Hollandais, je pense que le département ou même la Ligue de France fournirait beaucoup beaucoup plus de joueurs. Donc c'est pour ça que nous on a cette ambition de se dire aujourd'hui on veut travailler en ayant le maximum d'éducateurs qualifiés et de qualité pour permettre de former. En fait, nous on se base vraiment sur la formation en se disant on mise pas sur les joueurs, on mise sur les éducateurs. Donc le club, vraiment, la politique, c'est ne pas forcément de miser sur les joueurs. C'est pour ça que maintenant, on a arrêté la politique de promotion des joueurs qui ont signé dans les centres de formation, parce qu'en réalité, c'est qu'une étape. Et c'est ce qu'on veut maintenant éviter pour pas. Et en plus, on met une pression au joueur. On met une grosse pression au joueur qui, lui, à l'école, à la base, c'était un inconnu parfait. Tout à coup, il est sur tous les réseaux. C'est la star du lycée. Et vous imaginez tout ce que ça engendre derrière. Même les profs, ils commencent à être fans de lui. Donc aujourd'hui, c'est compliqué
pour un gamin de travailler dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, l'ambition du club, c'est d'atteindre avec la formation interne des éducateurs, départementales et également des joueurs pour atteindre le plus haut niveau. Mehdi, dernière question. Ouais, sur ce championnat de N2, on voit qu'il est de plus en plus relevé. Hein. Quand on voit, tu parlais tout à l'heure des budgets qui sont Cannes, on voit qu'a récupéré quand même entre Cheikh Ndoye, Sébastien Corchia. Je sais que de votre côté, vous avez fait aussi les dernières, Rosario Latouchant, tout ça. Comment on arrive à attirer ces joueurs? Parce que c'est un championnat N2, eux, ils ont connu bien là-haut et ils redescendent d'un cran. Comment tu arrives à les attirer? Comment les attirer? On essaie on va pas se cacher les choses, on essaie de leur vendre un projet et aussi de s'aligner aussi un peu sur les grilles salariales de ce qui se fait au national. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre le national et le N2, au niveau des grilles salariales, entre Créteil, Cannes, Toulon, qui mettent des gros moyens, donc toute je pense que ouais. ça c'est envolé. Ça s'est nivelé en fait. Là, ils ont un peu déréglé le marché. Voilà. Après, on n'a pas le choix de suivre la cadence, mais on essaie d'en avoir un ou deux sur les quelques joueurs de top niveau disponibles. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le niveau s'est nivelé entre la nationale et la nationale 2. Parce qu'il y a une poule en moins par rapport à il y a 2 ans, je ne me trompe pas. Il y a un salaire moyen de N2 à peu près. Pas à Bobigny, mais en N2. En N2, je pense que le salaire moyen doit être à 2005. Hein. D'accord, mensuel. Très bien. Dernière question à Mamadou, qu'est-ce qui te motive à continuer malgré les difficultés? Qu'est-ce qui me motive? C'est aujourd'hui, je pense que... Il n'y a pas de difficulté. Hein. Non, il y a la difficulté par rapport à ce qui s'est passé même avec la fédération. Non, ce qui me motive, je pense que c'est le fait qu'il y a un travail qui a été accompli durant toutes ces années. Et parfois, on est fatigué, mais on ne peut pas abandonner en cours de route avec toutes les personnes qui croient en nous, qui croient au projet. Et je pense que, j'aime le dire souvent, on est au milieu de l'océan. Si, en fait, on ne peut plus reculer. Donc, on ne peut que avancer et d'aller... il faut savoir nager. Il faut savoir nager, il faut savoir très bien nager vu les eaux troubles. C'est très bon. Ouais. Je note. Conclusion Faut sortir aux joueurs, ça. C'est vrai? Faut pas hésiter. Ouais, parfois, il faut quelques bouées quand même. Mais, ça peut servir. Merci Mamadou d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir, en tout cas. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir et c'était important. C'est vrai que le FC 93 a fait parler et on espère quand même que vous allez gagner peut-être une compensation, ou en tout cas faire sortir la vérité sur ce repêchage qui n'a pas pu se faire en national. Oui, bien sûr, je te laisse la parole. Le fait d'être dans la division du Sud, comment on veut... Ça aussi, c'est un vrai problème. Je pense que ça a été une punition. C'est une punition. Je le dis clairement. Ah oui. Je pense qu'ils ont voulu nous montrer que c'est eux qui tiennent les rênes. Et on est la seule équipe d'Île-de-France à être partie dans le Sud ce week-end. Et il faut dire une chose, c'était une galère parce que c'est le retour de vacances. Ouais. Et les prix, ils sont exorbitants pour les allers-retours en train ou en avion. Donc les joueurs ont fait le retour 13 heures de minibus. Ah ouais, ça fait beaucoup. Donc sachant qu'en fait, ils auraient pu mettre 2 équipes du Sud l'un contre l'autre, parce qu'ils sont ou une équipe lyonnaise contre une équipe du Sud et nous contre une équipe de Lyon ou de Parisienne. Mais là, ils ont préféré nous envoyer la pire journée la pire journée de l'année. Avant la rentrée. Et vous avez eu des retours sur courrier que vous avez fait de dire que vous contestiez avec les 2 autres clubs parisiens On a un retour de la Fédé qui nous a dit à nous, vous avez demandé à changer de poule, on vous a changé de poule. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc ils nous ont envoyé un petit pic. Mais ils ont dit qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de raison. On vous donne des indemnités kilométriques. Il y a un championnat à jouer, il faut le jouer. Hein. Ils nous ont envoyé dans les roses. Oui, pour pas dire autre chose. Donc c'était une deuxième fois en plus. Voilà. Beaucoup de roses pour le FC 93. Merci messieurs. Oui, on arrive déjà à la fin. Le temps passe vite, mais on fait toujours un dernier tour de table. Nathan, merci d'être passé sur RGB 99.2 FM. Merci à toi Farid pour cette première.
et au plaisir à l'avenir en tout cas. Bien sûr, plaisir partagé. N'hésite pas à nous faire part de ton coaching personnel et des joueurs que tu peux coacher. Et je sais que tu en as des très bons, j'en dirai pas plus. Mehdi aussi, merci pour cette reprise. Ouais, bonne reprise en souhaitant à Nathan, à Mohamed de trouver un club le plus vite possible. Et au FC 93, une belle et bonne saison. Et j'espère que, comme tu l'as dit, qu'ils seront récompensés. Si ça pouvait être au moins sur le terrain pour qu'ils puissent accéder au national directement l'année prochaine, c'est tout ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite, en effet. Mohamed, merci d'être venu. Toujours un plaisir de partager, de voir de nouvelles personnes, d'échanger sur la situation ou des clubs ou individuellement. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de venir. Je suis toujours heureux quand tu m'invites de venir. Et je sais que tu l'aimes pas, mais tu recherches comme un club. Ouais, je sais que tu n'aimes pas te mettre en avant, mais c'est la période du mercato. Ouais, c'est plus la période du mercato, là, détermine la période du mercato. Hein. Non, malheureusement, le malheur des uns fera le bonheur des autres à un moment donné. Est-ce que je serai dans le bon bateau? Je sais pas. Pour l'instant, voilà, je vais voir des matchs. J'ai été voir Bobigny il n'y a pas longtemps là, contre Saint-Prix. Très vrai, perdu 1-0. Voilà, j'ai été voir Paris 13, j'ai été voir Créteil. Voilà. On va voir des matchs, on essaie de suivre l'actualité. Puis voilà, on attend. Voilà. Bon, en tout cas, on te souhaite de trouver très très rapidement Mohamed un club. Et Mamadou, donc merci d'être venu d'aussi loin. Merci à vous aussi pour l'accueil, merci à toi aussi Farid. En tout cas, ça fait un plaisir. C'est toujours un plaisir de parler de football. On sait que on s'en lâche jamais et ça fait plaisir de parler de ce qu'on aime. Exactement, c'est vrai. Merci messieurs, voilà, c'est terminé pour ce soir, chers auditeurs, auditrices. J'espère que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Damien pour la technique, toujours au rendez-vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Il y aura une page importante sur la Coupe de France. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.